7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Il est 9h moins le quart avec un certain retard. Donc, l'exécutif a décidé de reprendre l'initiative dans la crise des stations-service. La question est de savoir, est-ce que ça a été efficace? Cette annonce de prise de réquisition hier soir d'Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale en direction des salariés du groupe Esso ExxonMobil. Pourquoi eux? Vous le savez maintenant, c'est parce que chez ExxonMobil, on a trouvé un accord salarial. La grève donc ne se justifiait plus. Le problème est que ce matin, on le voit, dans les piquets de grève chez Esso ExxonMobil, certains avaient repris le boulot hier. Ils se sont remis en grève, braqués par la décision de la Première ministre. Et Total, maintenant, on voit la grève s'étendre notamment à la raffinerie de Donges, en Loire-Atlantique. Donges qui était resté jusque-là à l'écart du mouvement. Est-ce que c'est un signe de manque d'autorité? Qu'est-ce que tout cela signifie? Et tiens, il y a un homme qu'on n'a pas beaucoup entendu dans cette crise. On va parler de lui, c'est Philippe Martinez, le patron de la CGT. Bonjour Louis aux Alters. Bonjour Dimitri. De Marianne, merci d'être avec nous. Louis-Yves Tréhard est avec nous aussi, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez, je vois une de journal, c'est celle de Libération, je crois, ou celle du Parisien, celle du Parisien, avec une belle flamme de pneus, des pneus en flammes. Comment vous interprétez, vous, les événements de ces 12 dernières heures? On se dit, Elisabeth Borne, enfin une réaction d'autorité du gouvernement, et puis on voit que ce sera peut-être contre-productif. La crise pourrait bien s'aggraver du fait de ces réquisitions. Je dirais qu'on est dans un concentré très français, avec à l'intérieur de ce conflit, de ce bras de fer entre une entreprise qui est détestée parce qu'elle fait des super profits, parce qu'elle est synonyme de pollueur, parce qu'elle est synonyme de rayonnement de la France. Donc Barty Bayard, dans votre journal, dit le salaud utile. On adore se faire, Barty dit ça, oui, effectivement, elle a tout à fait raison. On adore se faire harakiri. Tout ce qui marche, on n'aime pas. Enfin, les Français n'aiment pas. Ou le fond de l'air n'aime pas, plutôt. Et puis, des syndicats qui sont assez peu représentatifs, mais qui là nous jouent une partie très serrée, qui est d'ailleurs cachée par ce conflit, entre, j'allais dire, des anciens et des modernes, c'est-à-dire des tenants syndicalistes de la bonne vieille industrie de la chimie, c'est-à-dire des énergies carbonées et des énergies fossiles, et puis un courant qui est plus moderniste, entre guillemets, si tant est que l'écologiste soit moderniste, et qui va probablement prendre la succession de Philippe Martinez au mois de mars prochain à la tête de la centrale. Et donc, ils jouent leurs cartes, si vous voulez. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect. Le troisième aspect... Attendez, juste, j'insiste un petit peu. Vous êtes en train de dire, Yves, que ce qui se joue actuellement dans les raffineries, notamment chez Total... C'est une guerre, une bataille intra-syndicale. Il y a le conflit pour les salaires, et ensuite, il y a la lutte d'influence interne à la CGT. Syndicale. Et puis, il y a une troisième chose qui me paraît très importante et sur laquelle on devrait se regarder tous. Mais bon sang, mais c'est qu'on est dépendant, mais super dépendant de ces énergies qu'on dit polluantes. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que d'ici à 2035, où normalement il n'y a plus une voiture à moteur thermique qui doit sortir d'une usine de fabrication de voitures, je ne sais pas comment on va faire. Parce que là, si ce conflit dure, et il va à mon avis durer, dans 3 ou 4 jours, on va être très mal. Le pays va être complètement à l'arrêt. Alors justement, vous pensez quoi, vous, Louis aux Alters? Je lis ce matin, notamment dans les colonnes du Figaro, dans les colonnes du Parisien, des choses assez étonnantes. On voit qu'à Gonfreville, donc c'est la grande raffinerie normande de Total, on traite 10 millions de tonnes de carburant par an quand même. Vous avez au départ 120 grévistes sur 1200 salariés. Hier soir, au dernier comptage, ils étaient seulement 32. Et à 32, ils bloquent la raffinerie que font tourner d'habitude 1200 salariés. Et la CGT, on l'a entendu hier répondre à Elisabeth Borne, fait: vous prenez des réquisitions, c'est bien, c'est là que vous nous déclarer la guerre. Les mots sont quand même très forts. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il n'est pas sûr que la situation s'améliore cette semaine, compte tenu de la réaction des syndicats à ce qu'a fait Elisabeth Borne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, passez-moi l'expression, le gouvernement remet une goutte de carburant dans les flammes, si tant est qu'il en reste, précisément parce qu'il y avait eu un léger défaut d'anticipation. Alors, on est bien d'accord, c'est pas la faute du gouvernement s'il y a une grève. Tout n'est pas de la faute du gouvernement. Et ce n'est pas de la faute du gouvernement s'il y a un conflit social avec des implications internes à la CGT. En revanche, les messages qui ont été passés la semaine dernière sur une absence de pénurie, ce week-end sur le fait que ça va s'améliorer, aujourd'hui ça ne s'améliore toujours pas, la situation devient même pire qu'hier, y compris avec l'aggravation de la grève ce matin, politiquement c'est le gouvernement qui risque d'en payer la facture. Il y a eu ce week-end, c'est pas encore très clair, mais visiblement la direction de Total s'est montrée assez optimiste sur l'issue de négociations
alors même qu'en fait elle s'était pas montrée très allante à négocier avec les grévistes et avait exigé la fin de la grève avant d'entamer et d'avancer les négociations salariales prévues. Et visiblement le gouvernement s'est un petit peu fait intoxiquer par les messages rassurants qui étaient passés par Total. Bon, le résultat c'est que aujourd'hui effectivement ça met dans une situation qui devient presque dangereuse certains services publics. Moi, je pense à la santé, je pense à SOS médecins, aux infirmières, aux aidants. Donc là, il y a quand même des conséquences qui viennent juridiquement justifier les réquisitions. Alors, c'est pas si évident, parce que j'ai regardé justement, parce que la question essentielle, c'est est-ce qu'une raffinerie, c'est une activité essentielle ou non? À quoi les grévistes disent, ben non, si vous considérez que le pétrole, c'est essentiel, la France a 90 jours de stock stratégique. Bien sûr. Mais il y a aussi un motif d'ordre public. Non, mais on est pris dans nos propres contradictions. C'est-à-dire qu'on nous bassine à longueur de journées, de médias pour nous dire qu'il faut qu'on fasse cette transition, mais on s'aperçoit que cette transition, elle n'est absolument pas opérée. C'est ça que vous retenez, vous, Yves, c'est qu'on a la preuve, la démonstration flagrante. Le reste, je veux dire, c'est un conflit comme on a l'habitude d'en prendre avec une minorité, une poignée de salariés qui prennent la France en otage. Je peux vous sortir tous les clichés. Depuis que je suis journaliste, et c'est pas depuis hier, eh ben, on ressort toujours les mêmes clichés. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, en l'occurrence là, c'est qu'on va être face à nos contradictions très vite. D'ici, et Louis a tout à fait raison, je pense que ça va aller de mal en pis d'ici à la fin de semaine et que des services publics de première nécessité vont être touchés. C'est-à-dire qu'il va même y avoir des pénuries alimentaires, me semble, probablement. À cause de l'approvisionnement, oui, tout à fait. Moi, je pense qu'en fait, il y a une seule bonne question qui est posée par cette grève, là, pour le coup, c'est celle des salaires. Alors certes, là, ça concerne quelques centaines de personnes qui font la grève au cœur même des raffineries, et c'est pour ça qu'il y a un blocage, alors même qu'il y a quelques dizaines de grévistes, parce que la CGT est majoritaire dans le travail qui s'effectue au cœur même des raffineries, des voies dans et pas forcément à la sortie de la raffinerie, donc pas l'approvisionnement. La CGT pèse elle seule plus que FO et CFDT réunis dans les raffineries. C'est dire ça puissance. Oui, sur les postes concernés, son influence baisse. Alors il y a une autre chose qui est intéressante. Yves, je voudrais juste que Louis développe. Oui, sur la question des salaires. Je pense que la question aussi, c'est si ce mouvement fait tache d'huile en termes de négociation. Pourquoi ? Il y a plus de 5% d'inflation sur un an mesurée. Le gouvernement n'a pas vraiment abordé la question des salaires, n'a pas été proactif sur la question des salaires, considérant que, après tout, ce n'était pas son rôle et que ce n'était pas à lui de s'ingérer. Aux entreprises qui le peuvent, augmenter vos salariés. Oui, ils ont dit ça, mais l'attitude de Total montre que pour l'instant, en tout cas, ils ne sont pas pressés de le faire. Ils ne veulent pas avancer plus qu'il ne faut. Cette année. Ils ont avancé c'est moins que l'inflation. C'est moins que l'inflation. Mais moi, je ne suis pas en train de vous parler uniquement des salariés Total, de ceux qui sont dans les raffineries, de ceux qui font la guerre. Je vous parle d'un mouvement général. Je me demande si... alors, toutes les corporations ne sont pas aussi organisées, aussi syndiquées que des employés de raffinerie. Ah, mais des grèves pour les salaires, il y en a partout dans le pays depuis le début de l'année. Et les négociations, regardez dans les entreprises, les négociations se tendent. Là, sur l'automne, vous allez avoir un automne social. Pas uniquement parce qu'il y a un budget à l'Assemblée, parce que la réforme des retraites se profile ou parce qu'il y a une réforme de l'assurance chômage, mais à l'intérieur des entreprises, partout, les négociations se tendent dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, de chômage qui baisse, même s'il devrait malheureusement arrêter de baisser, vu qu'on se dirige vers une situation économique plus compliquée. Et le gouvernement n'a pas vraiment assumé cette question jusqu'ici. Donc, cette grève vient quand même illustrer une question qui était un petit peu sous les radars pour l'instant et qui n'a pas explosé de manière éruptive et qui pourrait se manifester de manière beaucoup plus sanglante, j'allais dire, toute proportion gardée, cet automne. Il y a un défaut aussi qui est manifeste dans ce gouvernement et dans cette majorité depuis 5 ans d'ailleurs, c'est le défaut de prévisibilité. Tous les conflits et toutes les crises auxquelles nous avons eu affaire, eh bien, à chaque fois, le gouvernement a été pris en défaut. Et même la crise sanitaire, d'une certaine façon, qui existait en Asie depuis 3 mois avant qu'elle se déclare, elle se manifeste de façon flagrante dans notre pays, le gouvernement était averti, était alerté, et d'ailleurs il y avait des signaux forts à l'intérieur de l'équipe gouvernementale qui n'ont pas été avoués, et qui ont été cachés. Et à chaque fois, ce gouvernement nous sort un discours qui est plutôt assez optimiste. Assez optimiste. Et regardez le ministre de l'économie actuellement. Il est
extrêmement optimiste encore sur la croissance. 1%, nous dit-il. Alors que, qu'est-ce que vient de nous dire le Fonds monétaire international? C'est que le monde entier, je vois pas pourquoi la France y échapperait, va tomber en récession. Donc il faut se préparer à cela. Or, c'est plutôt le système D qui est agité par le gouvernement au lieu de... Parce que là la grève des carburants, elle était... Ça fait 15 jours. On pouvait l'anticiper depuis 3 semaines. C'est le 16e jour de cette grève. Bien sûr. On est au 16e jour de cette grève. Ça fait 3 semaines. Sur un thème, quand même, dont on parle depuis le début de l'année, les carburants. Exactement. Avec comme conséquence les pénuries, qui est aussi un thème. Et les salaires. Il y avait tout, finalement. Tout, mais tout fait partie de ce cocktail-là. Et s'il y a une anticipation aussi sur les salaires, effectivement, les prévisions de croissance pour l'année prochaine sont vraiment pas terribles. Et encore, la France. Alors, le FMI dit que la France pourrait échapper à la récession. Pas l'Allemagne, pas l'Italie, donc quand même des voisins importants. Et ce qui est important surtout, c'est que le budget actuellement en discussion est basé sur une hypothèse de croissance qui est irréaliste. C'est-à-dire qu'aucune institution, qu'elle soit française ou internationale, ne suit le gouvernement sur une prévision de croissance de 1%. Qu'est-ce que ça veut dire pour cet hiver? Ça veut dire que la situation des ménages, qui s'annonce déjà compliquée à cause de l'inflation générale, la hausse de la facture énergétique, en dépit de, c'est vrai, la protection du bouclier tarifaire et tout ce qui va s'en suivre, va être encore plus grave que ce qu'on anticipait jusqu'ici, parce que la croissance économique va caler pour tout un tas de raisons qu'on développe depuis 2 semaines. Et c'est pour ça que la situation sur les salaires se tend en ce moment. C'est parce que là, il y a une fenêtre d'ouverture pour justifier la hausse des salaires en disant, regardez, il y a 5% d'inflation, il faut augmenter les salaires maintenant, y compris parce que les acteurs économiques anticipent un hiver compliqué et qu'il faut faire quand même quelques réserves avant de payer les factures de l'hiver et du printemps. Merci Louis Osalter. La une de Marianne demain? Demain, c'est sur les 2 ans de l'assassinat de Samuel Paty, pas oublié, et y compris dans un contexte d'offensive islamiste à l'école. Ils ont gardé leur une, ils n'ont pas changé pour les carburants. C'est bien, on a des convictions chez Marianne. Merci beaucoup Yves Tréhard. Merci beaucoup à vous. La une du Figaro consacrée ce matin à cette crise des carburants. Évidemment. Et lisez la tribune de Bertie Bayard. J'ai pas eu le temps d'en dire plus, mais elle est... c'est Bertie Bayard, c'est toujours très bien. C'était excellent. Voilà, merci beaucoup. Merci Yves. Merci. Culture Média sur Europe 1 dans un instant. Philippe Vandel en 2 secondes.